Robert. Le chômage. L'accroissement du nombre des chômeurs depuis le milieu des années 1970 ne traduit pas seulement des changements dans la société. Un chômage élevé devient moins sélectif, les catégories sociales qu'il touche sont plus nombreuses et plus variées. En effet, le chômage touche désormais des cadres ou des jeunes diplômés, malgré que la masse des chômeurs continue d'être formée par d'anciens ouvriers et employés faiblement qualifiés. On peut donc se demander si la perception du chômage et la condition de ceux qui en font l'expérience n'ont pas pris de nouvelles formes. Rien ne garantit a priori l'hérédité du chômage, de la grande crise ou même des années de plein emploi des Trente Glorieuses, et du chômage que connaissent aujourd'hui les sociétés industrialisées. Il suffit d'évoquer l'enrichissement général, l'accroissement de la qualification professionnelle, les interventions de l'État et la maîtrise beaucoup mieux affirmée de la connaissance économique et sociale pour justifier une nouvelle condition de chômeur dans la société du début du XXe siècle. L'assurance chômage est un système de protection sociale qui a une double mission: indemniser les chômeurs et favoriser leur retour à l'emploi. L'assurance chômage est obligatoire pour tous les salariés du secteur privé. Les cotisations proportionnelles au montant du salaire sont versées à la fois par l'employeur et le salarié. En cas de chômage, et s'il remplit certaines conditions, le chômeur reçoit un revenu de substitution qui est fonction au salaire de son ancien emploi, et donc de ses cotisations. Le rapport entre l'indemnisation et le salaire perdu est toutefois plus élevé pour les bas revenus. On peut donc dire que l'assurance chômage répond à une logique à la fois assurantielle et redistributive. L'évolution récente de la notion de chômeur. Cette nouvelle condition est d'autant plus justifiée que la définition même du chômeur s'est modifiée. La catégorie statistique apparaît en 1886 pour la première fois en France. Dans les années 1980, la qualité de chômeur était réservée aux hommes adultes ayant involontairement perdu un emploi de salarié dans une entreprise. Pendant longtemps, la notion de chômeur n'a pas été séparée de celle de retraité, de malade, d'élève ou de pauvre. Le chômeur restait un incité, il n'était pas indemnisé mais secouru. Ce qui n'est pas un hasard si depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on propose régulièrement de nouvelles définitions du concept de chômeur. Les querelles sur ces définitions, et en conséquence sur le nombre de chômeurs, ne s'expliquent pas seulement par le désir de tout gouvernement de minimiser ce nombre et par celui de l'opposition de le gonfler. Elles sont liées au fait que la définition même du chômage est administrative, que le taux de chômage est un instrument de la vie sociale et non de la connaissance scientifique. Le même concept désigne aujourd'hui des populations qui connaissent la même situation administrative, mais dont la condition sociale reste très différente. Le taux de chômage des ouvriers et des employés reste supérieur à celui des cadres des professions intermédiaires, pour qu'au final, la population des chômeurs comprenne toujours une majorité d'ouvriers et d'employés. Toutes les enquêtes révélées révèlent l'extrême variété des situations vécues à l'occasion du chômage en fonction des individus: âge, sexe, situation familiale, activité professionnelle, niveau culturel, etc. Et du parcours qui a précédé l'entrée dans le chômage. Non seulement les conditions économiques sont très différentes selon les catégories, mais l'épreuve que constitue le chômage prend des formes tout aussi diverses. Celui-ci vient en effet interrompre une carrière, et selon la place que le rôle professionnel joue dans l'élaboration de cette identité, l'expérience vécue lors du chômage prend des formes différentes. Quelles que soient les difficultés économiques et même lorsqu'elles sont réduites au minimum, l'épreuve est d'autant plus dure que l'individu a accordé de signification à sa carrière ou à son travail quotidien ne, ne fait effet. Cela peut entraîner un certain renfermement de la part de l'individu, ce qui peut entraîner également une rupture du lien social tissé entre l'individu et la société. La contribution sociale généralisée (CSG) est un impôt destiné à participer au financement de la protection sociale. Créée par la loi de finances pour 1991, la CSG est un impôt assis sur l'ensemble des revenus des personnes résidant en France. La CSG vise à diversifier le mode de financement de la protection sociale qui, avant la création de cet impôt, reposait essentiellement sur les cotisations sociales. Ce système était devenu contestable en raison d'un alourdissement du coût du travail, d'un problème d'efficacité et de justice du prélèvement qui ne pesait que sur les revenus du travail, d'un manque de légitimité car seuls les salariés cotisaient. Or, la sécurité sociale s'est généralisée à tous les résidents en France. Son rendement est important, plus de 116 milliards d'euros en 2018, et elle représente plus de deux tiers des impôts et taxes affectés par la protection sociale.
Si l'on parle d'assurance chômage, c'est pour désigner que le système est contributif et financé par des cotisations au même titre, par exemple que les autres risques couverts par la sécurité sociale, maladie, retraite, etc. Les cotisations des employeurs sont fixées à 4,05% du salaire brut. Le montant des cotisations et des allocations est néanmoins plafonné. La- En effet, la part du salaire qui est soumise à cotisation est limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. L'une des caractéristiques des prestations chômage est leur dégressivité, c'est-à-dire que leur montant diminue au cours du temps. Lorsque les demandeurs d'emploi arrivent en fin de droits, ils peuvent cependant bénéficier des dispositifs dits de solidarité gérés par l'État et financés par une part de la CSG. Parmi ces dispositifs, on trouve l'allocation spécifique de solidarité (ASS). Peuvent y prétendre les personnes qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'aide au repos à l'emploi (ARE), dès lors qu'elles sont pas aptes aux revenus, qu'elles effectuent des actes positifs et répétés pour retrouver un emploi ou reprendre une entreprise. Elles doivent par ailleurs pouvoir justifier de 5 ans d'activité salariée dans les 10 ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. Cette prestation est par ailleurs soumise à des conditions de ressources, le plafond mensuel à ne pas dépasser étant fixé à 1 183 € pour une personne seule, à 1 860 € pour un couple en 2021. À la fin des années 1970, le chômage s'est durablement installé dans la société française. Ce phénomène a directement contribué au développement d'enquêtes sociologiques destinées à comprendre les chômeurs. Parcours biographique, conditions de vie, activités quotidiennes, adaptation à la privation d'emploi, reconversion identitaire, relations avec les individus, avec les institutions en charge du chômage, etc. L'accumulation de ces enquêtes a d'abord permis de décrire les conséquences du chômage pour les personnes concernées et de définir les termes de cette nouvelle question sociale. Puis leur confrontation a mis en évidence les transformations permanentes des frontières du chômage. Celui-ci ne se réduit pas à une solde entre emplois vacants et main-d'œuvre disponible, mais apparaît comme une convention sociale, une manière de regrouper certains phénomènes. Le travail de délimitation de la population des chômeurs est alors devenu une question sociologique centrale. La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est un impôt affecté créé par l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour une durée initiale limitée à 13 ans et un mois. La CRDS est prélevée à la source sur la plupart des revenus. Son taux de 0,5% n'a pas évolué depuis sa création. Il est appliqué presque sur la même assiette que la CSG. Il englobe également les prestations familiales, les aides personnelles au logement, ainsi que les ventes de métaux précieux et d'objets d'art qui ne sont pas soumis à la CSG. La CRDS n'est pas déductible de l'impôt sur le revenu. L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et commerce, UNEDIC, est le gestionnaire de l'assurance chômage. L'UNEDIC est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public créée le 31 décembre 1958 dans le cadre de la première convention d'assurance chômage signée par les partenaires sociaux. C'est par ailleurs une instance primaire dirigée à part égale par des représentants d'organisations syndicales, patronales et des salariés. Son conseil d'administration comporte ainsi 50 membres, issus pour la moitié de syndicats et de salariés, pour la moitié de syndicats d'employeurs. L'Unédic a été jusqu'en 2008 un opérateur de terrain des politiques de l'emploi via son réseau des assédiques en collectant les cotisations chômage et en indemnisant les demandeurs d'emploi. Avec la création de Pôle emploi, son action s'est recentrée sur une activité de pilotage et de gestion des politiques d'assurance chômage au travers de 6 missions spécifiques. 3 missions spécifiques. Conseiller les partenaires sociaux dans leurs négociations en stimulant des changements de règles,
en réalisant des analyses juridiques, études des relations entre l'assurance chômage et le marché du travail, comparatif européen sur la fiabilité d'une mesure. Sécuriser les règles en les inscrivant dans les textes. Une fois les règles définies, l'UNEDIC formalise les décisions des partenaires sociaux pour qu'elles puissent être appliquées en lien avec ses opérateurs. Sécuriser le financement pour garantir le versement des allocations. L'UNEDIC réalise les travaux de prévision des dépenses et des recettes et peut éventuellement faire appel à des emprunts pour garantir le paiement des allocations. La mesure du nombre de chômeurs s'appuie sur 3 critères: la privation d'emploi, la disponibilité ou la capacité à travailler, la recherche d'emploi ou la volonté de travailler. Conçus pour tracer une frontière précise entre chômeurs et non-chômeurs, ces critères, sont intrinsèquement liés. Ainsi, les contours de l'emploi sont de plus en plus ambigus à mesure que progresse le travail à temps partiel, que se multiplient les contrats de travail subventionnés par la puissance publique, que se développent les missions de courte durée, que se diversifient les formes atypiques d'emploi. De plus, la disponibilité ne peut pas être appréciée en toute rigueur qu'à la condition de proposer un emploi aux chômeurs. Enfin, la recherche d'emploi est, par définition, problématique. L'intensité de l'engagement dans cette activité peut être très variable, les démarches réalisées peuvent être très hétérogènes, la volonté de trouver un emploi est difficile à évaluer, le caractère effectif de cette activité n'est pas facilement mesurable. Le chômage est donc une notion floue, même dans son sens statistique, ce qui explique pour une large part des différentes estimations du nombre de chômeurs. Par conséquent, et les statisticiens s'accordent désormais sur ce constat, il n'existe pas de mesure exacte du chômage, mais une multitude de façons de le définir. Gravitent alors aux limites du chômage des personnes qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être officiellement chômeurs. Elles sont considérées comme des chômeurs découragés quand elles ont été écœurées par la répétition des échecs dans la quête d'un emploi, comme travailleurs au noir quand elles sont accaparées par des stratégies de survie, comme des assistés sociaux quand elles vivent dans la dépendance de l'aide sociale, comme stagiaires indisponibles quand elles participent au dispositif de la politique de l'emploi, comme travailleurs pauvres quand elles ne peuvent vivre décemment malgré des petits boulots, comme proches de l'invalidité quand elles souffrent de problèmes de santé récurrents, etc. Elles forment ainsi autour du chômage un halo qui, au cours de ces dernières décennies, n'a cessé de s'élargir et de s'enrichir de situations nouvelles.